présentent un mécanisme de défense inné, hein, donc qu'ils ont naturellement à la naissance. Par contre, il y a 450 millions d'années, eh bien, la lignée des vertébrés, dont nous faisons partie, a acquis, en plus de l'immunité innée, une immunité qu'on appelle adaptative, c'est-à-dire qu'elle va permettre de faire face à des éléments dangereux et de s'adapter à ces éléments en fonction des circonstances. Alors parmi ces vertébrés, eh bien, vous avez tous ceux qui sont pourvus d'une mâchoire, les poissons, les grenouilles si vous préférez, hein, les batraciens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Donc vous voyez, l'immunité innée, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis des centaines de millions d'années, et nous avons conservé, c'est important, ces défenses naturelles. Or, encore une fois, les mécanismes de cette défense naturelle ne sont pas encore tous complètement connus, ni compris, mais ils ont été découverts, disons, dans les 10-15 dernières années. Alors, cette immunité naturelle, contrairement à l'immunité adaptative, l'immunité naturelle a une spécificité relative et elle ne développe pas de mémoire. Alors là, c'est une petite modification. Vous voyez, dans mon bouquin, j'avais écrit qu'il n'y a pas de spécificité. En fait, aujourd'hui, c'est faux. C'est faux. Il y a une spécificité, mais qui n'est pas très étroite. C'est pour ça que c'est une spécificité relative. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Mais par contre, il n'y a pas de mémoire. Vous êtes exposé à un premier danger et vous réagissez par immunité innée, bah, c'est tout, vous n'en gardez aucune mémoire. Et si ça se représente à nouveau, eh bien, il faut repartir à zéro. Alors, qu'est-ce qu'on a comme protection? Je vais vous les redétailler après. Une protection par la peau et par les muqueuses. La réaction inflammatoire, ça, on va bien le détailler après, c'est-à-dire une dilatation des vaisseaux, une augmentation de la perméabilité, la sortie d'un certain nombre de molécules chimiques, bon, peu importe leur nom, la sortie de globules blancs, hein, ce qu'on appelle la diapédèse, qui vont sortir de l'appareil circulatoire, et des anticorps naturels. Je vous expliquerai pourquoi on a des anticorps naturels sans avoir été vacciné. Et puis des cellules tueuses naturelles qu'on appelle les cellules NK. Tout ça, ça intervient dans la réaction inflammatoire. Et c'est celle qu'on va développer après. Et puis enfin, vous avez l'action des interférons. Vous avez certainement tous entendu parler des interférons qu'on utilise par exemple pour soigner la sclérose en plaques, entre autres. Et puis enfin, derrière cette immunité naturelle s'enchaîne une immunité adaptative. On a longtemps cru que c'était deux choses complètement séparées. Eh bien non, c'est faux. On sait maintenant que certaines cellules, on va voir tout à l'heure, eh bien, interviennent d'abord à l'immunité innée, mais préparent aussi l'immunité adaptative si la première ne suffit pas. Donc vous voyez, vous avez un enchaînement de mécanismes dans lesquels interviennent en fait beaucoup de mécanismes communs. Alors parmi les barrières naturelles, vous avez la peau, qui est une barrière à la fois mécanique, hein, parce que la couche supérieure de la peau, elle est cornée et elle se détache en permanence, hein, ce qu'on appelle la desquamation. Une barrière chimique, parce que sur la peau, nous avons les acides gras qui sont toxiques, en particulier pour les bactéries, mais aussi pour les virus. Et puis enfin, une barrière écologique, parce que nous avons sur la peau toute une foule de bactéries qui sont bénéfiques, si vous voulez, et qui peuvent, par leur présence, empêcher le développement de bactéries dangereuses. Quant aux muqueuses, alors les muqueuses sont plus fragiles parce que contrairement à la peau, elles ne sont pas kératinisées, hein, il n'y a pas de substance cornée, mais par contre, elles ont des propriétés spécifiques, soit elles sécrètent un liquide acide, comme l'estomac par exemple, hein, ou comme le vagin, ou bien elles sont pourvues de cils vibratiles, comme la trachée artère, qui fait remonter les particules dans la trachée, et puis les muqueuses sécrètent également une enzyme particulière qu'on appelle le lysozyme, qui n'a pas de spécificité, mais qui a la propriété de détruire les bactéries. Donc tout ça, ce sont des barrières naturelles dont nous bénéficions. Là, je vous ai mis simplement une petite coupe de la peau. Hein, ce qui est en bleu, là, c'est le derme. Tout ce qui est en violet, c'est l'épiderme.
Et vous voyez qu'au-dessus, la partie supérieure de l'épiderme, elle se détache en petits morceaux. Hein, et c'est ça qui est la couche kératinisée. Donc, en s'en allant, les petits morceaux emmènent les bactéries qui se posent sur la peau. Alors, la réaction inflammatoire. Si la barrière naturelle n'a pas suffi, eh bien, l'élément pathogène peut pénétrer un peu plus avant et déclencher une réaction inflammatoire. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la réaction inflammatoire, elle est déclenchée par un signal de danger. Alors, on va voir quel est ce signal de danger. Et ce signal va réagir avec des récepteurs qui se trouvent sur la membrane de nos cellules. Vous avez vu que toute cellule est limitée par une membrane, et dans cette membrane, évidemment, on représente ça par un trait, parce que ça a une épaisseur excessivement réduite. Mais dans cette épaisseur réduite, eh bien, vous avez des tas de molécules, y compris donc des molécules qu'on appelle des récepteurs. Et ces récepteurs vont reconnaître les pathogènes, d'où cette abréviation récepteurs reconnaissant les pathogènes. Bon, qu'on appelle en anglais les PAMS, mais peu importe. Eh bien, ce qui est important, c'est que ces signaux de danger, ces motifs moléculaires qui sont portés par les bactéries, par les virus, eh bien, ne présentent pas une très grande variété, et surtout, ces molécules ne sont produites que par les bactéries et les virus. Donc, vous voyez, autrement dit, quand l'organisme va rencontrer ces molécules, eh bien, il sait que c'est un signal de danger, et qui va déclencher la réaction inflammatoire. Ça suit? Bon, alors quels sont les récepteurs? Bien, ces récepteurs, certains sont solubles, c'est-à-dire qu'on peut les véhiculer par le sang, par exemple. C'est le cas d'une protéine qu'on appelle la protéine C-réactive. Si vous avez fait faire une analyse sanguine, bien souvent, vous avez une valeur, protéine C-réactive. Ou CRP, c'est la même chose, C-réactive protéine. Ça, c'était l'augmentation de cette molécule dans une analyse, c'est le signe d'une réaction inflammatoire. C'est un peu, si vous voulez, comme la vitesse de sédimentation. Ça ne caractérise pas une maladie, c'est simplement le signe d'une inflammation, d'une réaction inflammatoire. Donc, soit l'élévation de cette CRP, soit la modification de la vitesse de sédimentation. Vous avez aussi d'autres récepteurs, les LBP, alors c'est l'abréviation de LPS, Binding Protein, c'est-à-dire des protéines qui vont lier les LPS. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les LPS, c'est quoi? C'est les lipopolysaccharides. Vous savez, ces petites chaînes qu'on avait tout à l'heure sur les bactéries à l'extérieur. Eh bien, c'est ça qui va être reconnu par nos récepteurs. Et puis, vous avez d'autres récepteurs très importants qui sont sur les membranes des cellules. Alors eux, ils ne sont pas solubles, ils ne circulent pas, ils sont sur les cellules, et qu'on appelle des TLR. C'est l'abréviation de Toll-like Receptor, c'est-à-dire des récepteurs qui ressemblent à Toll. C'est bien, je vous dire ça, encore faut-il savoir ce qu'est Toll. Eh bien, c'est là qu'on voit comment peut déboucher une recherche scientifique. Toll, ça n'a rien à voir avec l'immunité au départ. Ce sont des chercheurs qui étudiaient le développement des insectes, et en particulier le développement d'une petite mouche qu'on appelle la drosophile. Si vous avez étudié au lycée la génétique, vous avez sûrement entendu se parler de ces petites bêtes qu'on croise pour voir s'ils ont les yeux rouges, les yeux blancs, etc. Eh bien, il se trouve que cette drosophile, une toute petite mouche, elle a un gène qu'on appelle le gène Toll. Ce gène entraîne la production d'une protéine, et cette protéine, eh bien, elle contrôle non seulement le développement de l'embryon de la mouche, dans l'asticot, si vous voulez, mais défend également les drosophiles contre les champignons. Si, avec des radiations, on détruit ce gène chez la drosophile, elle est couverte de champignons, et elle en meurt, bien sûr. Couverte de moisissures, pas des champignons. Voilà, ça on a trouvé ça chez les drosophiles. Et alors, là où on a été estomaqué, ceux qui l'ont découvert, surtout au départ, eh bien c'est qu'on a retrouvé les mêmes molécules chez de très nombreux animaux, chez tous les vertébrés et même chez les végétaux.
Donc il n'y a pas que les drosophiles qui se défendent.